Les faux médicaments, nous en parlons en tout début de ce rendez-vous, puisque 7 chefs d'État africains devraient se réunir ce samedi 18 janvier à Lomé pour signer l'initiative de Lomé, un accord international visant à criminaliser le trafic de faux médicaments responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Également, dans l'actualité, au sommet de Pau le lundi dernier entre Paris et le G5 Sahel, à l'issue de leur discussion, les présidents des 6 pays ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire après avoir resserré les rangs contre les djihadistes. Les malentendus sont-ils dissipés? Nous posons le débat dans le monde en 7. Ensuite, nous évoquons aussi pour vous la situation tendue cette semaine à Conakry et dans d'autres villes de Guinée. Plusieurs sources font état de 2 personnes tuées lundi lors de manifestations de l'opposition. Les officiels ne reconnaissent qu'un décès. Et puis l'actualité politique togolaise aussi nous intéresse. Ils seront 7 candidats en fin de compte à l'élection présidentielle de février prochain. Sur les 10 dossiers de candidature initialement remis à la Cour constitutionnelle par la CENI, 2 ont été rejetés et 1 a été retiré. Et pour évoquer le sujet, nous recevons pour vous nos chers téléspectateurs. Magloire Kouakouvi, vous êtes philosophe. C'est ça. Bonjour et bienvenue dans Le Monde en 7. Merci, bonjour et bonne année aux spectatrices et aux spectateurs. On a également, juste à ma droite, ici, Kofi Nayot Kondo, vous êtes juriste et analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon ami. Alors, on a également, juste à votre droite également, monsieur Sana Komlan, Sadio Etou, vous êtes analyste sociopolitique. Oui, je vous remercie avec humilité. J'accepte simplement votre invitation. Un plaisir. Et merci également à vous, nos chers téléspectateurs, de rester avec nous pour ce numéro du Monde en 7. On commence avec le sommet de Lomé sur les faux médicaments. L'objectif de cette initiative, sous l'égide de la Fondation Brazzaville, une ONG indépendante basée à Londres, est d'inciter d'autres États à apporter une réponse collective à cette crise panafricaine. Réponse collective sans le Nigeria, quand on sait que c'est un vaste marché de 200 millions d'habitants et première destination d'ailleurs des produits contrefaits en Afrique, une lutte anecdotique parce que parmi les 7 pays invités à Lomé, il n'y a pas le Nigeria. Oui, le Nigeria se prévaut souvent du nombre de ses habitants et du fait que c'est une puissance économique qui ne rivalise qu'avec l'Afrique du Sud, sur tout le continent africain. Donc, ils se mettent au-dessus de tout le monde parce qu'ils savent que sans eux, rien ne va. Vous avez vu que la fermeture de leurs frontières a causé du tort à toute la sous-région. Et on peut dire que en matière de faux et d'usage de faux, ils sont quelquefois champions. Le Nigeria, la Chine de l'Afrique. Pas en matière de médicaments seulement. Je me rappelle que j'avais acheté des pièces pour ma mobilette une fois. Ça a duré une semaine. On a dû reprendre l'ancien. En gros, la Chine de l'Afrique. Oui, bon. Rivalité pour rivalité. J'espère qu'ils atteindront quand même le niveau de la Chine un jour. Et alors, selon les estimations de l'OMS, plus de 100 000 personnes meurent chaque année en Afrique à cause de faux médicaments contre le paludisme. Précisément, selon les scientifiques, ils contribuent même de manière importante au taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et l'Afrique est la première destination des produits, des médicaments, des faux médicaments. Je vous remercie. Je pense quand même que quand on dit faux médicaments, je ne capte pas la problématique de faux médicaments. Mais ma question ici, quelle est la source de ces médicaments qualifiés de faux médicaments? Quelle est la source? En réalité, nous pénalisons nos pauvres concitoyens, nos pauvres populations inutilement lorsqu'il est déclaré qu'il y a 100 000 de décès à l'issue de ces faux médicaments déclarés par l'OMS. Est-ce qu'au niveau de nos pays, les pays dans lesquels on dénomme ces victimes, est-ce que c'est nos États qui donnent les droits, la licence d'installation des usines qui fabriquent ces médicaments? Est-ce que ce sont les populations qui détiennent ces licences? Non, c'est le gouvernement.
c'est nos gouvernants qui donnent les droits de licence, les droits d'installation à ces usines, qui opèrent et qui agissent et qui produisent et qui déversent des produits sur nos marchés. Alors, vous voulez évoquer la problématique de la porosité des frontières? Non, pas seulement la porosité des frontières, mais naturellement, c'est-à-dire que la source de production, c'est-à-dire que quand vous donnez les droits d'installation à une usine, ça veut dire que dans les dossiers, on a déjà décrit les produits que nous allons fabriquer, quelles sont les conditions dans lesquelles ces produits vont être livrés, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, une fois que le secteur des produits pharmaceutiques est devenu un secteur où les gens trouvent qu'ils peuvent s'installer, ils peuvent agir, ils peuvent mener des activités pour se suffire, ils vont chercher de l'argent, ils achètent les produits, ils les revendent. Est-ce que vous voyez un peu? En les revendant, ce que nos États trouvent mieux à faire, c'est de poursuivre ceux qui vendent les produits. Or, c'est des bonnes dames, c'est des hommes qui ont fait des prêts auprès de nos banques pour aller acheter les produits et les revendre, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Or, le problème fondamental, c'est d'incriminer la source, voire les usines qui fabriquent, et interdire l'exercice de l'activité à ces usines. Alors, justement, en parlant de source, on se rend compte quand même que la grande source de provenance de ces faux médicaments est l'Asie. On cite entre autres l'Inde, la Chine également, est citée par là. Ça veut dire tout de même que ces pays ont quand même ce n'est qu'une question de protectionnisme des marchés. Oui. Chaque pays est amené à protéger son marché. Et la France, la plupart des firmes pharmaceutiques françaises veulent conserver pour eux seuls les marchés de l'Afrique et parfois on jette l'anathème sur les produits venant de la Chine, de l'Inde et consorts. Je vois comment ça se passe. On a abordé la question là plusieurs fois. Et on voit parfois avec une parfaite complicité de l'Organisation mondiale de la douane et puis d'autres, la Fondation Chirac, qui aussi émettent les avis. Mais nous avons un niveau de vie. Nous n'avons pas le même niveau de vie que la France, ni les autres pays, les autres continents qui sont cités ici. Mais nous avons un niveau de vie faible. Et nos populations, combien ont les moyens d'aller acheter les produits à la pharmacie? Est-ce que vous voyez un peu? Combien ont les moyens de s'offrir des soins de santé de qualité? Quels sont le niveau de soins de santé qui sont offerts dans nos centres de santé à nos populations pour survivre? Je crois que depuis belle lurette, nos parents ont toujours acheté les produits au bord de la route et l'ont pris. Ils ne sont jamais morts, ils nous ont donné naissance, ils ont toujours vécu, ils nous ont fait des trucs. Alors, justement, en parlant de, comme vous venez de dire, des bordures de route, des bonnes femmes, des revendeuses et des revendeurs, on se rend compte quand même que les faux médicaments, d'abord les faux médicaments, ça compris, y compris également les vaccins, les faux vaccins aussi. Et on se rend compte qu'on peut les retrouver également, non seulement dans la rue, mais également dans les centres de santé, publics, privés d'abord et publics, ce qui est d'ailleurs curieux et grave. Bon, avant de répondre à votre question, il faudrait quand même qu'on puisse comprendre un certain nombre de choses. Lorsqu'on parle de médicaments contrefaits, il s'agit, parce que dans la composition des médicaments, c'est essentiellement deux choses. Oui. Il y a le principe actif et il y a les excipients. Le principe actif, c'est la molécule qui est apte à guérir ou à soulager. Et l'excipient, c'est tout ce qui aide à conserver, à administrer. Maintenant, le faux médicament, c'est ce médicament-là qui n'a pas de principe actif ou qui en a en moins. Ça veut dire que ce médicament ne peut jamais guérir votre mal ou bien le principe actif est insuffisant pour traiter efficacement le mal. Donc, c'est de ça que nous parlons. Maintenant, les études ont montré qu'il y a, sur la base des médicaments en circulation, 40% qui sont des médicaments contrefaits. Maintenant, sur l'utilisation... Il y a des chiffres qui avancent jusqu'à 80%. Bon, ça, c'est des extrêmes, mais oui. en moyenne, c'est de 40% sur le plan mondial. Maintenant, que le fait que cela se retrouve parfois dans des pharmacies, parfois dans des centres de santé, ça, c'est l'œuvre de personnel véreux, des gens qui forment des réseaux mafieux pour faire circuler ce genre de pratiques. Ce n'est pas quelque chose qui est officialisé, c'est des gens qui ont de ces contacts-là. Concernant la non-présence du Nigeria... Mais c'est un peu déplorable quand on sait qu'il y a des responsables et des autorités qui ont été même inculpés
Oui, au absolument. Bénin voisin, ici, en 2018, Oui, par rapport à... c'est ce qui est déplorable, parce que vous savez, avec ces fléaux-là qui sont d'ordre sociaux, il y a quelque chose contre lequel on ne peut vraiment pas lutter. C'est la connivence entre plusieurs personnes. Quand des gens qui ont autorité à agir sont de connivence avec des personnes qui écoulent, qui fabriquent ce genre de choses, on ne peut rien faire. Mais il faut aussi remercier que, quand même, nous, dans notre législation au Togo, et c'est pénalisé, je crois que c'est dans les articles 848 jusqu'à 857 du code pénal qui pénalise lourdement la fabrication et la vente, n'est-ce pas, de produits contrefaits qui va de 5 à 20 millions d'amendes et de 5 à 50 ans de prison. Donc voici en ces termes que les choses se posent. Donc officiellement au Togo, la vente, l'utilisation de produits ou bien la prescription de produits contrefaits est punie par la loi. Et donc, je ne pense pas que cela puisse être fait au Togo de manière officielle. En tout cas, le Togo fait partie de ces rares pays très engagés dans la lutte contre ces faux médicaments. C'est vrai qu'il y a les lois d'un côté, mais leur mise en application. Oui. Parce que lorsque vous savez que tout un commerce s'y est installé tout autour des bonnes femmes, et aussi la pratique des gens ont pris cette habitude-là. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'interdiction de vendre des produits si on n'a pas de médicaments. Combien de gens ont le réflexe d'aller se faire consulter avant d'acheter un produit? Bon, les gens savent que si j'ai mal à la tête, je prends du paracétamol. Si j'ai le palu, je vais chez la bonne dame, je mélange ces choses-là. Parfois aussi, c'est un manque aussi d'éducation sur la question. C'est-à-dire les gens ne savent pas le risque réel qu'ils encourent en utilisant telle molécule parce que l'effet ne se produit pas aujourd'hui. C'est à long terme. C'est à long terme, peut-être 20 ans, 30 ans après, peut-être quand vous êtes arrivé à un certain âge, que les effets vont se déclencher. Et le pire, c'est que, comme vous l'avez dit, vous dites que nos parents l'ont utilisé, mais quand ils décèdent, quelle expertise est faite pour dire que voilà, c'est de cette cause? On n'en sait rien du tout. Les statistiques n'existent pas du tout. Donc, on ne peut pas dire que les gens l'ont utilisé, ils n'en sont jamais décédés parce que l'information n'existe pas. Oui. Les gens décèdent, mais combien on le réflexe d'exiger une autopsie, de remonter à un dossier médical? À vous entendre, donc, on aurait eu l'impression que vous encouragez la consommation des faux médicaments. Alors, avant de vous donner la parole, vous posiez tantôt la problématique de sensibilisation autour des risques de consommation des produits contrefaits, des faux médicaments. Alors, cette sensibilisation, quel impact pourrait-elle avoir sur une population qui vit dans la précarité? Oui, mais je pense qu'une bonne utilisation des médias d'État pourrait avoir cet impact-là. On n'a pas besoin d'une demi-heure pour ça, tandis que vous voyez des marches politiques qui prennent des fois 30, 40, 55 minutes. Je pense que si on parlait de la nocivité de ces médicaments-là, on donne les noms et tout ça. Mais une population qui n'a pas vraiment le choix, qui vit dans une situation précaire. Dans le même laps de temps, on nous promet la réduction de la pauvreté à l'horizon 2030. 2030, c'est dans 10 ans. Et nous n'avons pas eu la santé pour tous en l'an 2000. Nous sommes en 2020. Donc il y a un mélange d'idéologie, de fausses promesses et de promesses non tenues. La législation, elle est toujours impeccable. Et nous pouvons même prendre l'exemple des sachets noirs. Les sachets noirs sont toujours là. Oui. Et la loi interdit leur fabrication, leur commerce et tout ça. Et pourtant, les industries en fabriquent au Togo. Les industries en fabriquent toujours. Donc je pense que c'est une bonne initiative de dénoncer. C'est comme la corruption. On dirait que ça fait partie des meubles de nos pays. Et on peut saluer l'initiative. Et nous avons constaté également que l'effort qui s'est fait contre le sida n'a pas été fait contre le paludisme. Et personne n'en parle parce qu'on sait que les gens vont se débrouiller pour se tirer d'affaire en cas de paludisme. Donc, on ne peut pas encourager la fabrication de ces faux médicaments-là. Oui. Mais dans le même laps de temps, il y a des laissés-aller aux ports, aux aéroports et aux frontières. Oui. Et ça aussi mériterait de temps en temps des colloques et des rencontres de chefs d'État.
Et vous parlez tantôt de se débrouiller. On remarque quand même qu'il y a des revendeurs et des revendeuses surtout qui s'érigent en consultant d'abord médical et après maintenant en pharmacien. Vous savez, l'un d'encourager la consommation des produits, des médicaments contrefaits, je pense quand même que nos politiques vont trop vite sur le terrain de la répression et des sanctions. Mais il est plus important aujourd'hui d'aller dans le sens de l'éducation. Préparer une population vers une politique que vous voulez développer. Ce n'est pas aujourd'hui on se lève tout coup ou bien parce qu'un partenaire veut nous donner de l'argent pour aller dans ce sens. Et là, il faut toujours commencer par taper sur les populations. Il faut éduquer, il faut préparer, il faut être sûr que nous avons des palliatifs, des substituts lorsque nous voulons développer telle politique pour permettre à la population d'être à l'aise. C'est de cela que je parle justement. Je ne veux pas dire que le gouvernement n'a pas raison de sanctionner ou bien le gouvernement n'a pas raison de répréhender les fabricants des faux médicaments. Oui. Mais encore faut-il le souligner, il faut découvrir les sources de ces faux médicaments. Puisque quand ça circule, est-ce que c'est les firmes qui fabriquent les bons médicaments certifiés au niveau mondial qui aussi fabriquent les faux médicaments à destination de l'Afrique? La question est là. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des médicaments qui passent par des pays de transition, comme je viens de le citer, le Bénin ou encore le Nigeria. Et donc les produits ne viennent pas à destination des pays comme le Togo, par exemple. Là, nous sommes dans une dynamique régionale. Nous avons un accord. Nous avons une organisation forte, la CEDEAO. Au niveau de cette organisation, on a une institution qui est là-haut, je crois que l'Organisation de la santé de l'Afrique de l'Ouest, qui est basée au Burkina. Tous ces instruments que nous avions mis en place doivent nous permettre d'arrimer notre politique sur le niveau de vie de notre population. C'est vrai qu'il y a une politique au niveau mondial qui est affichée, mais nous, l'appropriation de ces politiques-là doit être en adéquation avec notre population. Gouverner, c'est préparer une population à nous accompagner dans l'élan que nous voulons donner au développement de notre pays, secteur par secteur. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple. Tout récemment, avec l'harmattan qui a sévi, il y a presque la grande majorité sur l'ensemble du territoire, vous voyez les gens commençaient par tousser, avec suivi d'une migraine, avec une fièvre, etc. Par rapport à ça, il n'y a pas un ministère de la Santé au Togo qui a dit, voilà par rapport à ceci, faites comme ça, tenez tel comportement, faites ça. Non, les gens, de manière institutionnelle, ils vont vers les gens, consommer n'importe quel produit pour résister. Lorsqu'il n'y a pas un gouvernant qui vous protège, vous ferez comment? Tu as pris des initiatives personnelles. Vous prenez des initiatives personnelles. Et donc, quand certains ont des solutions à côté, on y va. Même les gens vont jusqu'à prendre les tisanes, mais qui ne répondent pas vraiment. On ne sait pas, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui, à 100%, qu'en Afrique, les faux médicaments tuent. Il faut savoir quelle est la solution que le gouvernement donne à nos populations. Alors, avant d'en venir aux mesures urgentes à prendre, il faut reconnaître quand même que ce n'est pas aussi facile de pouvoir distinguer et pouvoir démêler le vrai du faux. Oui, c'est ça la difficulté. C'est pourquoi, en matière de doute, il vaut mieux se référer à un professionnel. Les professionnels se trouvent dans les pharmacies, les professionnels se trouvent dans les hôpitaux. Et même les douanes. Même si parfois il y a des ces brebis galeuses, c'est mieux, ils ont la présomption, n'est-ce pas, de bonne foi. Donc c'est mieux de se référer avec eux. Mais je ne dirais pas quand même que, pour le cas du Togo, que nos gouvernants ne font pas assez. Vous savez, par exemple, un exemple très simple, le cas du palu, le traitement du palu est gratuit aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Que si vous vous rendez dans un centre de santé public et que vous souffrez du palu, vous avez un traitement qui est gratuit aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui, l'INAM a étendu sa couverture aux artisans, aux femmes qui vendent au bord de la route. Il vous suffit de vous déclarer de payer 36 000 par an et vous avez une couverture
pour toute votre famille. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, je ne dirais pas que nos gouvernants ne font pas assez. Mais vous savez, lorsque vous exercez une activité qui est illégale, mais qui vous rapporte beaucoup d'argent, quelle que soit la sensibilisation, vous voyez vos intérêts immédiats. Je ne vois pas vraiment en quoi consiste l'adaptation, par exemple, de cette approche au niveau de vie. Est-ce qu'on va diminuer les prix des médicaments en fonction des niveaux de vie par pays, sachant que les prix ne sont pas fixés ici, la plupart de ces produits Alors, qui sont l'une des solutions pourrait être également la production locale des médicaments. Oui, allons-y, nous allons y arriver, la production, mais ce que les gens semblent oublier, c'est que nous avons quand même des pratiques, on les appelle la médecine traditionnelle. Comme cela est fait au Burkina, par exemple, on peut les accompagner, créer des laboratoires pour étudier ces molécules-là de manière à officialiser par un circuit officiel d'homologation de ces produits ou bien de ces, comment dit-on, mixage d'herbacées, tout ça là, pour, n'est-ce pas, rassurer les uns et les autres. C'est parce que cet accompagnement n'existe pas que voilà, il y a des failles dans le système. Et quand on parle aussi de contrefaçon, tout ce qui est contrefaçon, contrebande, ces circuits n'arrivent pas par des frontières officielles. Nous avons la porosité de nos frontières entre le Ghana, Bénin, Nigeria, mais beaucoup de choses, ils ne passent pas par les frontières régulières pour dire que voilà, bon, les gens, ils ont vu, laisser passer. Quand vous vous rendez dans les commissariats, notamment la DPJ, oui, mais vous avez souvent des stocks de produits contrefaits, des médicaments qui sont stockés là-bas et prêts à l'incinération. Donc, les pouvoirs publics, je pense qu'ils font ce qui est de leur possible. Oui. Mais c'est vraiment une pandémie comme on peut le dire. Parce que cela n'arrive pas par un circuit normal. C'est des gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'activité autre que de faire ça, qui s'y adonnent, qui vivent déjà de ça. Et ne vous étonnez pas si le Nigeria n'en fait pas partie, parce que vous savez, en termes d'investissement, il paraît que quand vous investissez $1000 dans la contrefaçon, oui, ça vous rapporte $50 000. Donc vous multipliez par 50 votre investissement et vous voulez qu'un pays comme ça, pour qui la contrefaçon fait partie, n'est-ce pas, de son économie, vous voulez qu'elle assiste à ce genre de choses. Une économie très lucrative. Une économie très lucrative, mais comment lutter contre une activité qui rapporte 50 fois votre investissement? Et un réseau dont les membres également font partie de l'établissement. Oui, voilà, des hauts responsables dont les hauts responsables sont cités parmi. Je vous le disais tantôt, on ne pourra pas citer les noms. Moi, je connais des gens qui sont dans ce réseau-là, au CHU, Sylvanus Olympio. Vous commandez un médicament, oui, vous avez besoin d'un médicament, ils vont vous le chercher au marché noir parmi ces produits-là. Mais il y a un réseau formidable et très lucratif qui s'installe tout autour. Parce que la personne est là, autorité pour vous prescrire le médicament, vous dit bon, voici ça peut vous aider, je vous le recommande, mais celui qui n'en sait rien, mais lui le prend de bonne foi. Parfois, c'est l'imitation de l'emballage, etc., etc. Un crime contre les pauvres, surtout, un crime contre les pauvres. C'est vrai, tel que nous le disons, mais j'ai suivi le truc, que ce que nous appelons les faux médicaments au Togo, oui, c'est des produits à destination soit du Ghana ou bien du Bénin. Ce n'est pas une question de molécules, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un test pour voir si le produit conserve les mêmes principes actifs et qu'on sort. Oui. Mais du moment où ça vient du Nigeria, ça vient du Ghana, c'est suspect. C'est suspect que ce sont des faux médicaments. En réalité, c'est là où moi je dis, naturellement, ce n'est pas encore, on ne peut même pas affirmer tout de suite que ce sont des faux médicaments du moment où il n'y a pas une analyse ou bien un test réalisé sur le produit. Oui, mais quand même, quand vous avez un médicament qui ne passe pas par un circuit officiel, même qu'il soit de bonne qualité ou pas, quand ça ne suit pas le processus officiel, ça doit passer par l'ordre des pharmaciens. Quand ça ne suit pas ça, naturellement, quand le pouvoir public voit ça sur le marché, il va saisir. C'est ce qui est fait. On ne peut pas autoriser cela. Aujourd'hui, nous avons une direction de pharmacie. Nous disons merci, puisqu'il y a une direction de pharmacie aujourd'hui. Ouais. À partir de cet instant, je crois quand même que le Togo ne doit pas former seulement des pharmaciens pour devenir des commerçants de produits pharmaceutiques. Quand nos pharmaciens sont sortis de nos universités,
ce qu'ils vont faire, c'est d'ouvrir l'officine pour commencer par commercialiser les produits pharmaceutiques. Mais les pharmaciens sont faits pour être dans le laboratoire, faire les essais cliniques et puis tout ça là pour recommander les choses, etc. Donc je crois quand même que nous avons de sérieux problèmes. C'est pour ça que moi... Et les mesures urgentes à prendre par exemple à ce sommet de Lomé. À ce sommet de Lomé, je crois qu'il y a des gens qui sont dans cette activité il y a beaucoup d'années. Plus d'une vingtaine d'années, oui. Ils sont dans cette activité qui leur a permis de subvenir aux besoins de leur famille, qui ont scolarisé des enfants, et des enfants sont devenus même aujourd'hui des autorités, et qui travaillent dans le système judiciaire togolais. Bon, j'ai un peu du mal à vous suivre. Dans ce même sens, on peut dire que des gens ont vendu la drogue, ils ont nourri leur famille. Donc, il ne faut pas poser le sujet en cette thème parce qu'on a exercé une activité illégale qui a permis de régler leurs besoins. Je laisse que je termine. Vous savez, quand c'est posé, quand il y a eu ce genre de truc, selon le nombre d'années qu'ils ont exercé dans le truc, avec la gestion des pharmacies, il faut voir qui sont ceux-là qui ont les niveaux. Quel est le format de formation qu'on peut leur administrer, comment il faut régler leurs trucs, etc. Vous voulez parler de recyclage? De recyclage, puisque nous avons déjà, au niveau de l'ordre des pharmaciens, la capacité de créer les dépôts de pharmacie, formaliser les choses, laisser la chambre, ça permettrait quand même d'écarter tous ceux qui n'ont pas les capacités même de toucher, de brasser les produits pharmaceutiques et d'éliminer beaucoup de choses dans ce domaine. Mais si on veut aller vers la répression forcément, donc ça donne voie à de la contrebande, ça va se renforcer et les gens risqueraient de s'insérer toujours, puisque l'être humain... la prohibition aux États-Unis. Voilà. Alors, M. Magloire, au-delà de la sensibilisation, vous suggérez quelles mesures urgentes? Non, je crois que j'ai entendu parler d'un logiciel. Oui. Je ne sais plus dans quel pays, quand vous avez le médicament, vous rentrez un certain nombre de paramètres et sur votre Android, il peut vous dire... Parce qu'il y a aussi la ressemblance au niveau de l'emballage et au niveau de la coupure même des pilules. Oui, voilà. Il y a ce que les psychologues appellent des effets placebo. Il y a des médicaments placebo. Ce n'est que de la farine de blé enrobée dans du rouge et du noir. Et il y a tout ça qui circule en Afrique, mais je crois que avec l'âge que nous avons à nos indépendances, avec le nombre de chômeurs que nous avons, on peut faire reconvertir des gens. L'Esteba analyse nos nourritures, on peut créer d'autres filières de formation de telle sorte qu'on mette un département de contrôle des médicaments à nos douanes. Ça ne peut pas tuer le pays quand même. Rapidement, avec l'ordinateur, comme on le fait pour nos cartes d'identité entre le Togo et le Bénin, on sache que bon, ça c'est bon, ça c'est mal. Quand c'est mal, mauvais, on stocke tout de suite, ça ne rentre pas dans le pays. C'est ce qu'on nous a dit pour les emballages à Kigali. Vous ne rentrez pas dans le pays avec un sachet plastique. C'est confisqué à l'aéroport. Je crois que nos pays ont les moyens d'instituer ce genre de contrôle. Et au-delà de tout, ça porte également un coup dur à l'économie de ces pays. Oui, mais les économies, vous savez, c'est très... Il y a des reconversions. Je donne l'exemple des laveurs de moto. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, c'est un métier qui nourrit des couples et des foyers. Donc, je pense que avec nos universités, avec nos départements de médecine, tout ça, on peut former des contrôleurs. C'est comme ceux qui doivent vérifier les prix au marché, tout ça, qui ne font rien du tout. Et puis, il y a des boissons frelatées, il y a des biscuits freelatés. Les gens ramènent en Afrique des produits à 3 mois de leur date d'opération, etc. Surdosés ou encore sous-dosés. Oui. Donc, on a les moyens. On verra le communiqué final qui va sortir de cette rencontre. De ce sommet. Oui.
moi, j'ai pas... C'est vrai qu'il y a des arsenaux juridiques nationaux, puis à l'international également. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste Oui. de la pharmacie, bien de la médecine. Oui, oui. Mais je ne dirais pas tout de suite qu'il faut recycler les revendeuses qui revendent ces médicaments. Pour la plus simple raison qu'on ne connaît pas leur niveau. Il n'y a pas d'études qui disent que, par exemple, tel est apte à suivre des études à l'Esteba. Donc, il faut être très prudent. C'est facile, n'est-ce pas, de tenir un certain nombre de propos, mais quand on est un professionnel, c'est plus compliqué aujourd'hui. Parmi ces femmes, combien d'entre elles on ne laisse pas le niveau pour comprendre la composition d'une molécule, pour comprendre que voici comment il faut agencer les médicaments. Vous savez, ce n'est pas pour rien, il faut peut-être minimum 6 ans d'études pour devenir médecin et 6 ans plus 3, 9 pour faire la spécialité. C'est tellement complexe aujourd'hui que c'est très facile d'avancer des choses. Donc j'espère que on va attendre le communiqué final, les dispositions qui seront prises. Mais déjà, il faut un renforcement des contrôles, n'est-ce pas, au niveau des douanes, et ne pas hésiter à descendre sur le terrain pour saisir tout ce qui est contrefaçon. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure d'arsenaux juridiques nationaux. Et on pourrait également faire sortir de cette conférence de Lomé, de cette initiative de Lomé, des arsenaux juridiques régionaux. Oui, voilà. Je crois que le Togo est quand même pionnier en la matière parce que c'est l'un des rares pays où la contrefaçon de médicaments, bien sa prescription, est sanctionnée durement par le code pénal. Donc je crois que c'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle le pays a été choisi pour abriter cette rencontre-là. Et je pense que c'est pour s'inspirer des bonnes pratiques en matière de législation que ces pays-là sont venus au Togo. Oui, je voudrais, si vous me permettez, parce que moi je pense au recyclage, ce n'est pas les vendeuses. Parce qu'en fait, est-ce qu'elles sont autorisées en principe à pouvoir commercialiser ces produits? En principe, non. Moi, je parle des professionnels. Oui, de toutes ces cohortes d'étudiants. La fac de médecine ne prend que 250 sur les bacheliers. Donc, c'est là où il faut étudier de nouveaux curricula pour former ces genres de personnes. Ce n'est pas aux vendeuses que moi je pense. Alors, on aborde le deuxième sujet du monde en 7. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, par rapport à la vente des trucs. Je sais quand même qu'aujourd'hui, le problème des produits pharmaceutiques est devenu un problème politique aujourd'hui, où les États reviennent là-dessus pour pouvoir jouer leur jeu. Et vous savez aussi qu'en matière politique, les firmes pharmaceutiques, il y a les 3 secteurs qui financent beaucoup plus la politique. Les firmes pharmaceutiques, l'industrie de l'armement et l'industrie du sexe aussi qui financent beaucoup la politique. Et vous savez, c'est de bonne guerre. L'industrie du sexe. C'est de bonne guerre. Vous m'étonnez. Comment bon, sur les deux, je vous l'accorde. Comment l'industrie du sexe? Expliquez-le. Je ne veux pas venir en profondeur là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est cette propre parole qui va... alors, l'autre sujet du monde en 7, c'est ça parle des présidents des pays du G5 Sahel qui étaient reçus à Pau lundi en France par Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la situation au Sahel. À l'issue de leur discussion, les présidents des 6 pays ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire et comme souhaité par la France, les présidents des pays du G5 Sahel ont clarifié leur position vis-à-vis de l'intervention française dans la région. Et le G5 Sahel plaide aujourd'hui pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. La parole est à qui veut la prendre. Oui, je crois qu'il serait difficile aux Africains de laisser tomber cette aide-là. Parce que je ne prends que l'exemple des drones. Jusqu'à la fin de l'année passée, je n'ai eu connaissance de fabricants de drones qu'au Niger. Et encore, c'était une initiative privée. Mais la France a évoqué entre-temps un devoir moral de reconnaissance par rapport aux 2 guerres mondiales et l'aide que les Africains leur ont apportée pour contenir l'avancée des Allemands. Et c'est une dette morale qu'ils sont en train de payer. Ils doivent nécessairement nous aider. Le problème, c'est que quelquefois, comme en Centrafrique et dans le Sahel, ça se passe sous le nez de ces représentants-là
et il ne lève pas le petit doigt pour aider le peuple. Je crois que c'est ça qui a énervé le peuple. Mais l'Afrique ne peut pas se passer de l'aide des grandes puissances pour contenir ce terrorisme. Ouais, mais en même temps, ça laisse une faille d'ingérence. Oui, ça laisse une faille d'ingérence, mais n'oubliez pas qu'on a kidnappé des gens de ces pays-là qu'on ne retrouve quelquefois que par hasard quand on va nettoyer le nid des terroristes. Donc, en principe, le concept qui conviendrait au XXIe siècle, c'est l'interdépendance. Ce n'est pas la souveraineté de l'État, ce n'est pas l'indépendance, c'est l'interdépendance. Parce que si on contient le flot des djihadistes, ils ne pourront pas aller perpétrer leur forfait ailleurs. Donc, je pense que nous sommes cul et chemise, comme on dit en France, et les chefs d'État africains ne devraient que continuer cette coopération-là. C'est mon point de vue. Oui, que le djihadisme aujourd'hui n'a plus de frontières. Oui. Oui, en fait, moi je crois que sur l'aspect d'ingérence, l'aspect de souveraineté, il faut qu'on soit très prudent. Parce qu'aujourd'hui, en termes de renseignement, il faut reconnaître que nos États en sont encore à l'étape embryonnaire. Ça, c'est clair. Et comment dit-on, combien y a-t-il d'industries d'armement en Afrique? Combien y a-t-il d'industries d'armes d'assaut? Mais ma foi, il faut que parfois, quand je lis certains propos sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens ils tombent des nues quand ils évoquent certains propos. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut défendre la souveraineté de ses frontières sans l'aide internationale? Non. Voilà, ça n'existe pas. On n'en est pas encore arrivé là. Donc forcément, il faut cette aide-là. Pourquoi? Parce que les armes qui ont été en circulation suite à la chute du régime du Muammar Kadhafi, c'est des armes de pointe. Ce ne sont pas les armements banals que nos forces utilisent ici, mais c'est des armes d'assaut. Mais quand vous apprenez que tout un camp militaire est attaqué, mais posez-vous la question. Une centaine de personnes. Voilà, donc il faut forcément cette aide-là. Mais je pense aussi que c'est une obligation. En même temps, une grosse interrogation, les armes ne sont pas fabriquées en Afrique et pourtant on a des Oui, les armes ne sont pas fabriquées en Afrique, c'est ce que je suis en train de dire, parce que c'est des armes qui se sont dispersées dans le Sahel à partir de la chute du régime de Muammar Kadhafi, qui s'est extrêmement surarmé. C'est de ça que nous parlons. Même les États ont tiré la sonnette d'alarme en ce moment-là déjà. Donc il y a au départ une faute de la part de l'OTAN, de la part de tous ceux qui ont accompagné, comment dit-on, la mission d'expulsion ou bien d'exécution de Muammar Kadhafi. Et il y a de leur responsabilité morale à revenir pour assumer la stabilité dans le pays, parce que c'est de là où partent tous les réseaux de trafic d'armes qui aboutissent entre les mains des terroristes. Moi, j'ai pas envie de dire djihadistes, parce que djihadisme dans l'islam, ça veut dire autre chose. Moi, je dirais des terroristes qui sont des terroristes. Donc, il faut forcément qu'il y ait cette collaboration-là, cette interdépendance dont vous avez parlé. Et il faut aussi cette solidarité de la part des populations pour accompagner ces gens-là. Je suis désolé, mais on ne va pas faire la lutte contre le terrorisme à coup de déclarations qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux, à coup de slogans anti-français. Non, je pense qu'on n'en est pas là. On reviendra largement sur ce sujet pour l'évoquer dans la deuxième partie du Monde en 7. On va observer la pause. Derrière nous, c'est le journal. Une dizaine de minutes et on revient.